Je suis heureux. Donc, je vous rappelle la possibilité de suivre le débat en français ou en anglais, suivant le canal que vous choisissez dans l'icône qui représente un globe terrestre en bas de l'écran. Cet après-midi, nous poursuivons les webinaires en partenariat avec les centres d'information Europe Direct de la France, que le Parlement européen en France a créé pour répondre aux interrogations des citoyens sur l'action de l'Union européenne en cette période. Pour rappel, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, les centres d'information Europe Direct sont des structures proches des citoyens en Europe pour les informer sur l'action de l'Union européenne. Ils animent leur territoire et comptent parmi les partenaires privilégiés du Parlement européen. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que j'introduis ce webinaire réalisé en partenariat entre le Bureau du Parlement européen à Marseille et le Centre d'information Europe Direct de Provence, que dirige Stéphanie Fauvarc. Un grand merci à Stéphanie et ton équipe pour l'investissement dans l'organisation de ce débat. Donc, il est question aujourd'hui de repenser la Méditerranée post-Covid en se demandant ce que fait l'Europe et en écoutant les propositions de la jeunesse. Avant de vous présenter les orateurs, permettez-moi aussi de vous annoncer les autres webinaires que nous organisons ce mois-ci avec différents centres d'information Europe Direct, et je préciserai juste les députés qui participeront. Donc, le vendredi 12 juin à 17h, Madame Sylvie Guillaume parlera des libertés fondamentales en Europe avec les citoyens et les migrants. Le vendredi 19 juin à 18h, il sera question de l'espace Schengen et la coopération transfrontalière avec Sandro Gotti et Younous Omarjé. Et le mardi 30 juin, sur la réponse sociale de l'Europe à cette crise, s'exprimeront Sylvie Brunet et Mounir Satouri. Donc, pour en revenir aux orateurs de cet après-midi, tout d'abord François Alfonsi, vous êtes député européen. C'est votre second mandat au Parlement européen au sein du groupe des Verts, Alliance européenne. Et en France, vous êtes du parti Région et Peuple solidaire. Outre les différentes commissions parlementaires dont vous êtes membre, vous vous investissez au sein de 3 délégations parlementaires, notamment la délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union de la Méditerranée, celle des relations avec le Machrek et la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Madame Agnès Rampal, vous êtes conseillère régionale au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes présidente de la commission Euro-Méditerranée et membre du comité des régions de l'Union européenne. Parmi vos mandats locaux, vous êtes adjoint au maire de et conseillère métropolitaine Nice-Côte d'Azur. Cet après-midi, nous avons aussi 2 jeunes débatteurs de Young Voice qui représenteront donc le regard de la jeunesse. D'autres jeunes interviendront plus tard sur différentes thématiques et pour poser des questions préparées lors d'ateliers à Mons. La première débattrice, c'est Manal Benami. Vous êtes médecin algérienne et chef du département des patients étrangers dans différentes structures. Vous êtes d'ailleurs en ce moment. Vous êtes ambassadrice du programme Young Mediterranean Voice et formatrice de formateurs sur les techniques de débat et discours public. Le second jeune débatteur, c'est Samira Kacha, vidéaste et communicant planté dans le tissu associatif et entrepreneurial de Marseille. Vous avez été vice-présidente de la société de l'association Coexister Europe et vous êtes investie sur différents projets internationaux de promotion du dialogue interculturel et interculturel. Mesdames et messieurs, encore un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Et je passe la parole à Samir Kezibi, directeur des Têtes de l'Art, qui va animer ce débat. Merci beaucoup, Madame Mouret, pour cette introduction de fort bon augure pour ce débat. Effectivement, nous sommes ravis d'avoir l'appui du Parlement européen sur l'animation de ces différents webinaires auxquels on se greffe. Et moi, je me permettrai juste de souligner que c'est un travail de synergie qui s'est mis en place avec le Parlement, puisque les 3 associations qui sont adossées à ce projet-là
l'association Eurocircle qui a une fonction de Centre Information Europe Direct, l'association ALDA et l'association Les Têtes de l'Art, sont toutes les trois parties prenantes du comité de pilotage de la Fondation Annalint en France et à ce titre-là, développent les éléments de ce programme en France, dont le fameux programme qui fait l'objet de cet échange aujourd'hui avec la jeunesse, Young Made Voices. Dans ce cadre-là, ce débat-là s'organise aussi dans le cadre d'un magnifique festival qui se déroule depuis maintenant bientôt 3 jours, qui s'appelle le festival AJCM, l'Assemblée des jeunes citoyens de la Méditerranée, et qui permet à des jeunes d'une douzaine de pays de participer à des débats, à des échanges, à des actions très concrètes comme un plugin de ramassage de déchets sur les différents territoires, et puis aussi des temps tout simplement festifs, de concerts musicaux, donc quelque chose qui donne le signe très concret que la jeunesse aujourd'hui face à la crise sanitaire en Europe comme dans tout le pourtour méditerranéen a décidé de ne pas subir mais plutôt de réagir et d'agir. Et c'est bien dans ce contexte-là que s'organise ce débat qui a fait l'objet de 3 séances préparatoires. Donc on a 3 thématiques qui ont été définies, des groupes de travail qui ont beaucoup échangé, discuté, et nous allons avoir avec nous les représentants de ces 3 groupes thématiques qui vont se présenter eux-mêmes brièvement avant que nous rentrions ensemble dans le débat. Je rappelle que le débat est retransmis sur le Facebook Live en lien avec ce webinaire, donc je pense sur la plateforme d'Eurocircle, et qu'on retrouve aussi ce débat-là sur le site AJCM. Peut-être petite précision sur la question des interventions. Une fois que les personnes se seront présentées, on va organiser les prises de parole. Donc, le schéma sera le même à chaque fois, avec une introduction de la thématique, une première série de questions posées et la réponse de nos 4 intervenants, donc Madame Rampal, Monsieur Alfonsi et nos 2 débatteurs, Samir et Manal. Et ensuite, on pourra prendre un tour de questions ou de réactions des personnes qui suivent le débat. Et la seule modalité, j'insiste là-dessus, pour organiser ces paroles-là, c'est via le chat du Facebook Live ou de la conversation Zoom, où vous êtes invités à poser vos questions qui me remonteront en tant que modérateur pour que je puisse la retransmettre à nos invités. Voilà à peu près quel va être le déroulé de nos échanges, mais je passe tout de suite la parole à nos invités qui ont préparé ces différentes questions. On va peut-être commencer par Salma. On enchaînera ensuite avec Mathieu. Vas-y Salma. Bonjour, je m'appelle Salma Tarek. Je suis égyptienne et étudiante en pharmacie, ainsi que représentante du Centre d'activité francophone de la Bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Merci. Vas-y. Okay. Nous avons été une quarantaine de jeunes à préparer le sujet de ce débat et je vais relayer ici les points que nous avons soulevés concernant l'entrepreneuriat des jeunes en Méditerranée. Merci Salma. On va pas développer tout de suite, on fait juste un tour de présentation et ensuite tu introduiras ta thématique. Je sens que tu es partie prenante pour y aller très vite, ce qui est plutôt bon signe. Mathieu, tu te présentes s'il te plaît ? Je t'invite à réactiver ton micro, s'il te plaît. Pardon. Moi, je m'appelle Mathieu Ritt, je suis membre du Parodia Gioventù, un groupe de jeunes citoyens en Corse. Et je vais intervenir sur la question de l'entrepreneuriat en Europe, ayant été sensibilisé puisque j'ai travaillé de nombreuses années à l'Agence de développement économique de la Corse. Et actuellement, je travaille dans le milieu bancaire. Il y a un certain lien, notamment pour le financement des entreprises. Voilà. Ok, merci. Donc Salma et Mathieu représenteront l'atelier entrepreneuriat des jeunes en Méditerranée. Sur l'atelier numéro 2, je vais passer la parole à Sévan qui aura en charge le débat sur cet atelier. Sévan, la parole est à toi. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Sévan Kaldi, j'habite à Marseille en France. Je suis lycéen et membre du Parlement régional de la jeunesse de la région Sud-PACA. Et dans mon atelier, justement, comme l'a dit Sam, nous sommes intéressés au genre en Méditerranée.
Parlement régional de la jeunesse qui est très actif et qui a eu des contributions très efficaces dans le cadre de ce festival de la JCM. Et ensuite, pour la thématique 3, nous avons Thomas. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Thomas Vezel, je suis un étudiant à l'administration publique Aix-en-Provence et membre du Parlement régional de la jeunesse. Nous, on s'est intéressé à la dimension économique et développement durable autour de la Méditerranée. Merci à vous tous de ces différentes présentations. Samir et Manal, vous avez été présentés par Muriel Mouret. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on est bon? On est bon. François, Alfonsi et Agnès Rampal, vous voulez ajouter quelque chose en propos introductif à l'introduction de Madame Mouret? Non, pour ma part, on est prêt à commencer à écouter un peu ce que ces jeunes ont travaillé. Eh bien, on va se lancer tout de suite dans la première thématique qui a été définie autour de l'entrepreneuriat en Méditerranée. Donc, je rappelle encore une fois pour être sûr le processus. Salma va introduire le propos et Mathieu va poser les questions. Une première série de questions, vous écoutez toutes les questions et ensuite vous aurez un tour de réponse, chacun d'entre vous d'environ à peu près 3 minutes. Et après ce premier tour de réponse, on verra si les participants autres que nos débatteurs ont des réactions ou des questions complémentaires à poser avant qu'on parte sur la thématique suivante. Donc du coup, je passe tout de suite la parole à Salma qui avait l'air pressée de rentrer dans sa thématique et je te laisse développer ton introduction. Vas-y Salma. Merci beaucoup. Nous avons été une quarantaine de jeunes à préparer le sujet de ce débat et je vais relayer ici le point que nous avons soulevé concernant l'entrepreneuriat des jeunes en Méditerranée. En fait, nous sommes nombreux à vouloir entreprendre autour de la Méditerranée, que ce soit pour démarrer notre activité économique ou bien pour avoir un impact positif et solidaire dans notre entourage. Certains, bien sûr, ont réussi à lancer leur projet, mais il y a aussi des jeunes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour concrétiser leurs idées, bien que la motivation ne manque pas. Nous pensons qu'il existe en effet différents soutiens accessibles aux jeunes entrepreneurs, mais nous avons fait le constat que ce genre d'information n'est pas fortement très accessible. Et tous ces dispositifs d'accompagnement et d'aide financière méritent d'être davantage plus connus. Nous pensons donc que l'accès à cette information est la clé pour permettre l'anticipation de la jeunesse méditerranéenne. Merci. Merci pour cette introduction, Salma. Suite à ce point de cadrage, Mathieu, tu es le représentant des questions qui ont été travaillées dans le groupe. Je t'invite à poser tes questions, mais tu sais très bien le faire de manière posée pour que nos différents intervenants les entendent bien et qu'ensuite ils puissent avoir leur tour de parole. Je t'en prie. Très bien. Donc, comme l'a dit Salma, on a été une quarantaine de jeunes à réfléchir. Des axes ont été développés ainsi que des questions. La crise du Covid-19 ne pouvait être éludée. Donc, la première question, en l'occurrence, c'est quelle aide pour les jeunes entrepreneurs qui viennent de démarrer leur activité pour compenser l'impact du Covid-19 ? Premier lieu. Après, on s'est rendu compte que, mine de rien, l'Union européenne, pour certaines personnes, notamment les personnes lambda, apparaît comme une institution assez lointaine et complexe. Donc, du coup, on se demandait que peut faire l'Europe pour donner les moyens aux jeunes entrepreneurs de démarrer leur activité et prennent connaissance des différents dispositifs qui sont à leur disposition. Troisième point, et là ça englobe les 3 thématiques qui sont abordées aujourd'hui, c'est comment soutenir les nouvelles initiatives, que ce soit par rapport au genre, l'entrepreneuriat ou d'autres. Et enfin, la dernière question qui tient de l'écologie, peut-on concevoir un modèle et une stratégie pour l'entrepreneuriat vert sur le pourtour méditerranéen ? Je m'adresse notamment à M. Alphonse qui fait partie du groupe Les Verts et Alliance Libre Européenne. Merci. Merci pour avoir exposé très clairement ces questions, Mathieu. Alors évidemment, vous l'avez tous compris, ce sont des questions qui sont elles-mêmes, chacune représente un gouffre de réponses possibles. Donc du coup, vous allez choisir des angles d'attaque pour répondre à tout ou partie de ces questions.
Rappelez-vous que vous êtes complémentaires entre vous et dans la mesure du possible, si vous pouviez être aussi illustratif dans vos propos, ce serait parfait. Je passe tout de suite peut-être la parole à Monsieur Alfonsi pour un premier tour de réponse. Bien, bonjour à tous et bravo pour vous mobiliser comme cela. Je pense qu'effectivement la question de l'espace méditerranéen, c'est une question essentielle pour l'Europe. C'est une question complexe parce que la mer Baltique, si vous voulez, est entièrement dans l'espace européen, alors que la mer Méditerranée n'est que pour partie nord dans l'espace méditerranéen, la partie sud, c'est des pays tiers, et tout ça relève de politiques de coopération qui sont décidées par négociation entre l'Europe et un certain nombre d'États. Moi, je pense que le plus important déjà, c'est d'avoir une volonté, parce qu'au départ de tout, c'est la volonté. Et la réponse au niveau de l'Union européenne passe par une série de programmes qui peuvent être très différents, selon qu'on est en Égypte, selon que l'on est en Algérie, selon qu'on est à Marseille ou en Corse, bien sûr. Il y a aussi des coopérations qui touchent entre régions européennes, qui sont les programmes que l'on connaît avec la région PACA et la Corse que nous partageons. Et ce labyrinthe, disons, de possibilités, je conçois qu'il puisse apparaître comme un petit peu compliqué quand on commence les choses. Cependant, à la Commission européenne, il y a des directions qui sont entièrement dévolues à l'application de ces programmes. Il y a des orientations politiques que nous définissons au Parlement. Nous, au Parlement, notre rôle, quel est-il? Il est de dire qu'il faut des moyens pour faire en sorte que les politiques de coopération en Méditerranée se développent. Les raisons principales, c'est que cet espace méditerranéen aujourd'hui n'est pas satisfaisant. Il n'est pas satisfaisant en termes d'environnement. La Méditerranée est certainement aujourd'hui un des enjeux majeurs sur l'environnement par rapport à la pollution, par rapport à sa fréquentation par un trafic maritime qui lui-même pollue fortement, et aussi par le fait de la surpêche, de la surexploitation touristique. Nous sommes probablement l'espace marin qui a le plus besoin d'être pris en compte dans des politiques de préservation, dans des politiques environnementales les plus puissantes possibles. Alors, quand on définit, nous, au Parlement européen, les orientations, on va mettre cet enjeu. On va dire que c'est un enjeu majeur. Et l'enjeu, il ne s'arrête pas à l'intérieur de l'espace méditerranéen européen. Cet enjeu, il déborde vers les pays tiers. Et aujourd'hui, la politique de coopération avec les pays tiers en Méditerranée, notamment depuis la résurgence d'un certain nombre de conflits en Libye et ailleurs, est un petit peu à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il y avait eu, il y a une quinzaine d'années, un organisme qui avait été créé, qui s'appelle l'Union pour la Méditerranée, qui existe toujours, mais qui est un petit peu en sommeil parce que les conditions politiques sont difficiles. Il y a des zones qui sont des zones de déstabilité très instables au plan politique. Cependant, il y a quand même des coopérations qui permettent de donner aux jeunes une place. Et nous, notre rôle au Parlement européen, c'est toujours de dire en sorte que parmi les critères qui orientent les crédits sur le terrain, le critère d'une aide à la jeunesse, le critère de la parité et de l'inclusion des femmes dans les projets, ce sont des lignes politiques que l'on défend, sur lesquelles on vote, et qu'ensuite, ceux qui exécutent les politiques, à savoir la Commission européenne, c'est un peu comme le gouvernement français, hein, c'est un gouvernement qui applique une politique qui est définie par des parlementaires, et cette Commission, ensuite, a des cadres dans sa directive qui font en sorte que ces priorités qui sont les vôtres soient aussi les priorités dans le choix des dossiers qu'elle finira par rendre éligibles à ces aides. Voilà un peu la procédure. Alors, peut-être monsieur Alfonsi, sur ces premiers éléments de cadrage, vous marquez bien le fait que vous essayez de pousser le fait que les questions de jeunesse, de parité, etc. sont bien des éléments que vous mettez en avant dans le cadre des politiques à mettre en œuvre. Dans la question de Mathieu, il y avait aussi quelque chose qui relevait du volet quelle réponse à la crise. Il y avait la question de comment on améliore les dispositifs liés à l'entrepreneuriat, mais il y a une dimension aussi dans sa première question sur la réponse à la crise. Peut-être, encore une fois, pour respecter les différents temps de parole, est-ce que Madame Rampal, qui allait prendre un petit peu le relais, vous pouvez aussi penser à mettre l'accent sur la question de la réponse
à la crise sanitaire. Merci. C'est M. Alfonsi qui continue là où vous voulez que... Vous pouvez prendre le relais. J'essaye d'être garant des temps de parole. Et juste pour vous donner un point de cadrage, vous avez à peu près, en moyenne, après j'arrondis 3 minutes dans vos interventions. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier de cette organisation que je trouve absolument essentielle. La jeunesse méditerranéenne, c'est l'avenir de la Méditerranée et c'est surtout notre chance. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse méditerranéenne, qui est extrêmement nombreuse, et c'est notre force, et notamment sur la rive sud, eh bien, la jeunesse méditerranéenne arrive à un moment où les choses doivent évoluer, doivent changer, doivent s'adapter. Aujourd'hui, elle a un nouvel outil, c'est notamment Internet, et aujourd'hui, on voit qu'elle est totalement motivée. Si j'ose comparer l'état d'esprit des jeunes de mon époque, on était plus préoccupés par savoir ce qu'on allait faire le week-end que sur l'avenir de la planète. Les temps ont changé et c'est heureux. Voilà, donc ça c'était les premiers mots pour vous remercier. Alors pourquoi commencer par cette question sur l'entrepreneuriat de la jeunesse? Eh bien écoutez, c'est formidable. Aujourd'hui, la population en Méditerranée s'agrandit de façon incroyable. Ce seront 300 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail d'ici 2050. Et si rien n'est fait pour changer les choses, ce seront 100 millions de chômeurs en plus. Donc il est temps de s'en occuper et bravo de cette thématique. Alors c'est vrai que nous, collectivités régionales, nous essayons de faire en sorte que toute cette jeunesse puisse trouver un emploi par de nombreux dispositifs. Bien sûr qu'il a été créé, notamment à cause de cette crise du corona, qui finalement va être une espèce d'aiguillon, puisqu'elle a démontré à tout le monde, et notamment à tous les gens qui pouvaient douter, que notre dépendance à certains pays très éloignés était un non-sens, que cette mondialisation déchaînée, sans réflexion, était allée à droit à une impasse. Eh bien, c'est aujourd'hui, on doit réfléchir avec les nôtres, et les nôtres, c'est la Méditerranée. La Méditerranée, c'est quand même 500 millions d'habitants qui sont installés autour d'un petit lac intérieur qui ne représente que 0,8% de la surface des océans et qui doivent travailler ensemble pour construire un avenir commun ensemble. Parce que tout ce qui se passe d'un côté de la Méditerranée retentit aussitôt sur l'autre côté. Nous sommes autour d'un confetti et si aujourd'hui on n'est pas capable de s'entendre, de s'écouter, de construire l'avenir en commun, ça sera un avenir désastreux pour nos enfants et ça, nous ne voulons pas. Voilà. Donc ça, c'est un peu le postulat qui a fait que Renaud Muselier a souhaité s'investir en Méditerranée au travers de la Méditerranée du futur, dont les thématiques sont très orientées justement vers la jeunesse, le réchauffement climatique, l'entrepreneuriat, et de nombreux dispositifs ont été créés, comme le fonds de transition juste pour les régions qui souhaitent s'investir et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toutes les nouvelles entreprises qui vont travailler dans ce sens seront accompagnées à travers, bien sûr, notre programme régional FEDER et le fonds de REACT de l'Union européenne. Nous allons lancer un nouveau plan climat à l'automne. L'actuel plan climat, quand même, concerne 20% de notre budget, du budget de la région pour lutter contre le réchauffement climatique avec une ambition d'arriver en 2050 à ne plus envoyer de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et bien sûr, nous avons les programmes de l'Union européenne, voisinage, Interreg, tous ces programmes donnent des moyens de financement. Comme vous l'avez dit très, très intelligemment, le problème, c'est plus un problème de communication pour aller vers cette jeunesse et pour lui dire, vous avez des outils, il faut les utiliser. Et ça, je crois que c'est une piste de travail essentielle et que nous sommes là pour essayer d'y répondre le mieux possible. Merci beaucoup, Madame Rampal. Ce qui est très intéressant dans ce premier tour de parole, c'est déjà la complémentarité entre la parole du parlementaire européen et celui de la conseillère régionale. Tous les deux, vous êtes impliqués à l'échelle méditerranéenne dans différents espaces et différentes commissions.
Mais pour rejoindre le propos de Mathieu, qui posait encore une fois la question de la réaction à la crise, mais il appuyait beaucoup sur la question de l'information et de la communication, et il n'est que le relais du groupe de travail. Et dans tous les dispositifs qui sont cités là, on a l'impression que beaucoup d'entre eux sont difficilement appréhendables par les jeunes entrepreneurs dans leur diversité. Et sur la question de la crise sanitaire, rappelons que cette crise a exacerbé les disparités et les fossés qui existaient déjà. Et au final, les jeunes sont autant le potentiel de demain, comme vous le décrivez, mais sont les premières personnes impactées par la crise dans les difficultés qui vont être créées. Donc, je vais passer la parole à Samir et à Manal pour qu'ils partagent en tant que débatteurs Young Made Voice leur rapport à cette première question autour de l'entrepreneuriat en Méditerranée. Samir, Manal, celui qui veut prendre la main, attaque de suite. Je veux bien commencer. Alors, moi, juste pour faire un récapitulatif, j'ai 32 ans, j'habite à Marseille et aujourd'hui, je suis vidéaste. Et sur la question de l'information des entrepreneurs ou des jeunes en Méditerranée ou en Europe, il y a quelques années, j'ai décidé de quitter l'université et de prendre une autre voie, sauf que je ne savais pas exactement quoi faire. Du coup, j'ai tapé sur Google quoi faire de ma vie et je suis tombé sur Eurocircle à Marseille. Là, j'ai commencé à m'informer, j'ai commencé à faire des échanges de jeunes, des formations. Et c'est après ça que j'ai pu faire un service volontaire européen en Suède pendant 7 mois. Et du coup, cette information des différents programmes européens qui existent pour assister la jeunesse, c'est vrai que pendant un temps, j'en avais jamais entendu parler. Et Eurocircle et d'autres associations d'information ont donné cette information auprès de certains jeunes. Après, je suis devenu volontaire et j'ai participé justement dans des écoles à de la sensibilisation sur ça. Et on voit le visage des jeunes s'éclairer. Et du coup, quand on a cette question de quelle information existe pour les jeunes, on sait qu'il y a des programmes, on sait qu'il y a des choses qui sont faites. Et une fois que cette information atteint les différents jeunes, que ce soit dans l'entrepreneuriat, l'action citoyenne, en fait, on voit un effet boule de neige. Petit à petit, on commence à développer un réseau international, on commence à avoir beaucoup plus d'opportunités. Moi, après tout ça, fast forward, j'ai pu faire un tour du monde avec une autre association sur une autre thématique. Ça m'a donné en fait des opportunités extraordinaires. Et du coup, cette question de la jeunesse, de comment accéder à une information viable, surtout avec les programmes qui existent déjà, en fait, on se rend compte que si un véritable effort d'information est fait, en fait, les jeunes, une fois qu'ils ont accès à cette information et que ça correspond vraiment à leurs besoins et à ce qu'ils veulent faire, ils peuvent vraiment faire des choses extraordinaires. Ok, merci pour cette première intervention, Samir. Je laisse Manal prendre le relais. Vous voulez intervenir de suite, Madame Rampal, ou vous laissez une intervention? Oui. Oui, pour répondre à Samir, c'est formidable. Samir, il aurait fallu aussi peut-être tout simplement aller sur le site de la région sur lequel tout cela est écrit, et sur un deuxième site que nous animons, qui est le site Coremob, sur la mobilité de la jeunesse, qui sont 2 sites qui déclinent toutes les aides que l'on peut trouver pour les jeunes et l'entrepreneuriat. Voilà, j'arrête. Merci Madame Rampal. Manal, tu veux prendre le relais de Samir? Oui, en fait, j'aimerais bien rebondir sur la dernière idée que Samir a partagée. C'est qu'il y a des programmes de financement, des programmes de soutien par rapport aux initiatives prises par les jeunes. Mais le problème reste toujours l'accès à ces programmes-là, l'accès à l'information par rapport à ces programmes. D'ailleurs, ce n'est pas seulement par rapport à ce programme européen, même par rapport à nous, à Young Made Voices, on remarque qu'il y a de petits networks dans chaque pays qui sont très limités. Et du coup, il faut mettre beaucoup d'efforts par rapport à ça. La deuxième idée, et peut-être c'est une réponse à une des questions, parce qu'ils ont mentionné qu'il y a un problème de communication et que l'Union européenne comme institution paraît assez lointaine. Ce que je veux dire, c'est que durant cette période de confinement, cette période de Covid-19, on a remarqué que cet accès limité est par rapport à toutes les autorités, donc non seulement l'Union européenne comme institution, mais toute forme d'institution. Mais la réaction qui m'est vraiment inspirée, c'est la réaction des jeunes par rapport à ça, c'est qu'ils se sont
ils ont trouvé des initiatives indépendantes de ces autorités-là, de ces institutions-là, qui ne nécessitent pas nécessairement un financement. D'ailleurs, j'aimerais citer quelques initiatives, par exemple en Algérie, qui n'avaient rien à voir avec n'importe quelle institution. Par exemple, Aoun, qui a fait la coordination entre donateurs, bénévoles et familles en besoin. C'est une application. Il y a aussi des ZDoc, c'est une autre application qui a même proposé la téléconsultation, une plateforme qui a mis en place le contact direct avec plusieurs médecins dans toutes les spécialités. Il y avait aussi par exemple Wiqaitik, c'est une application qui a été créée pour faire des campagnes de sensibilisation par rapport à la prévention et la lutte contre le Covid-19. Il y a d'autres initiatives telles que le Hack Algérie, qui est un hackathon en ligne pour traiter des problématiques en Algérie et développer des écosystèmes basés sur l'intelligence collective. Donc, c'est quelques initiatives parmi les centaines qui ont été créées pendant cette période de Covid-19 et qui ont été créées indépendamment de toute forme d'institution. Donc, ma réponse par rapport à ça, si vous sentez que n'importe quelle institution est lointaine, il faut prendre l'initiative et faire en sorte que l'initiative que vous prenez est indépendante. Par la suite, pour peut-être l'étaler sur toute la Méditerranée, on demandera par la suite le soutien, mais il y aura toujours l'écho, il y aura toujours le résultat de votre initiative. Ok, merci pour cette intervention, Manal. Je me lance, évidemment, c'est mon rôle de modérateur dans un exercice délicat de synthèse de cette première thématique avant de prendre une intervention par le chat. Il y a quand même quelque chose d'intéressant puisque M. Alfonsi a démarré par rappeler le cadre, c'est-à-dire que l'Union européenne a ses politiques qui incluent des politiques dites de voisinage, mais que la mise en œuvre de ces politiques à l'échelle méditerranéenne, au-delà des instances qui ont été un petit peu fragilisées, qui sont un petit peu dormantes, est quelque chose qui est réel mais complexe à mettre en œuvre, et qu'à d'autres échelles, des collectivités territoriales, comme la région sud, ont elles-mêmes des programmes de coopération qui viennent compléter les différents dispositifs, et que, en fait, il y a une réelle offre existante de moyens et de services, même si politiquement, il faut toujours pousser pour mettre en avant les thématiques de jeunesse, de parité, d'entrepreneuriat, etc. pour cette thématique. Par contre, là où c'est assez intéressant de le confronter au regard de Samir et de Manal, c'est que je me permets de pointer, Madame Rampal, que vous avez eu la réaction de dire mais regardez sur le site de la région et sur nos sites, on a en fait cette information-là. Mais malheureusement, sur le site de l'Union européenne, ces informations existent également, mais il ne suffit pas pour que les informations existent et que les dispositifs existent pour que les personnes concernées s'en saisissent. Et c'est toute la complexité aussi de la problématique qu'on a rencontrée autour de la crise du Covid, c'est qu'on a besoin il y a une pratique d'usage, c'est-à-dire que les jeunes ne vont pas forcément se tourner vers l'information institutionnelle et ils ont besoin d'une forme de médiation avec des acteurs de la société civile qui leur rendent cette information plus accessible et qui puissent être accompagnés non seulement à l'information, mais également à une forme d'atténuation des inégalités d'accès, que ce soit des inégalités sociales, éducatives, etc., pour que ces dispositifs soient accessibles avec le plus d'équité possible. Et la question de l'équité, elle est fondamentale, d'où la question de l'information et de l'accompagnement qui semblait être pointée. Et à ce titre-là, je pense que la dernière parole de Manal était très intéressante puisqu'elle disait, en fait, on ne doit pas opposer les initiatives institutionnelles aux initiatives de la société civile, elles sont tout simplement complémentaires. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de vos différentes interventions. Est-ce qu'on est à peu près raccord? Tout à fait. Je peux compléter, et ça, vous avez la modestie de ne pas le dire, c'est que nous avons en région de formidables partenaires qui accompagnent cette jeunesse. Et justement, Eurocircle, les Têtes de l'Art sont des maillons
essentiel de diffusion et de connaissances et pour notre jeunesse méditerranéenne. Alors, je vais prendre une question sur la fenêtre de conversation du webinaire. On a Souad Ben Sharif qui, via le Facebook Live, nous demandait d'illustrer de manière peut-être un peu plus concrète, alors pas de façon exhaustive, mais quelques programmes de coopération dans le cadre de la politique européenne de voisinage, pour qu'on ait une idée assez concrète des programmes concrets qui peuvent exister entre l'Europe et le nord de l'Afrique, par exemple. Est-ce que vous pourriez parler de programmes que vous connaissez ou que vous avez utilisés pour illustrer un peu plus concrètement la politique de voisinage? Qui veut prendre la main sur la question de ça? Disons que, pour bien comprendre un peu les mécanismes, le Parlement européen n'a pas vraiment connaissance, sauf quand il a quelques réunions ponctuelles sur des programmes de voisinage précis, n'a pas de connaissance précise des programmes exécutés. Lui, ce qu'il doit encadrer, c'est la façon dont ces programmes s'organisent. Et ensuite, il appartient aux États membres qui conventionnent dans le cadre du voisinage ou aux régions qui sont souvent associées à ces politiques de voisinage, d'aider à la mise en œuvre. Et c'est évidemment au moment de la mise en œuvre que c'est le plus compliqué. Si vous voulez, c'est comme une voiture. Le Parlement a décidé de moyens financiers, donc on a fait le plein. Maintenant, il faut quelqu'un qui se mette au volant et qui soit capable de la faire avancer, n'est-ce pas? C'est ça le vrai problème. Et c'est en gros le problème que je ressens pour tous ces jeunes, c'est qu'ils ne savent pas qui pilote là-dedans. Parce qu'au niveau de la convention, de la commission, par exemple, des autorités européennes exécutives, qui sont ceux qui mettent en œuvre les politiques qui sont votées par le Parlement européen, chacun vous renvoie et dit ce n'est pas de Bruxelles qu'on pilote une politique en Méditerranée. Une politique en Méditerranée, on va déléguer à l'État français, à l'État italien, à l'État espagnol, à l'État grec, pour ce qui est Malte, bien sûr, et Chypre, pour ce qui est les États membres de l'Union européenne, et aux États du voisinage, donc Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, bien sûr, puisque tout ça peut participer à une politique de voisinage. On leur délègue le soin de définir la façon dont les moyens que l'Europe met à disposition vont être complétés, puisqu'en général, ce sont des politiques conjointes, c'est-à-dire qu'il y a des fonds européens, mais aussi un apport de chacune des régions concernées, et ensuite comment elles vont être mises en œuvre et avec quel relais. Et c'est là que c'est important, et même Rampal a la chance d'avoir à Marseille un réseau qui est actif, et le réseau que dirige Madame Mouret aussi est présent. En Corse, nous en avions un, et malheureusement, il a été arrêté récemment, donc sur Ajaccio. Il est important d'avoir des fenêtres d'entrée, des portes d'entrée vers les fonds européens. Les fonds européens, ils ne tombent pas du ciel, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher avec de la volonté, c'est ce que les jeunes apportent, avec des projets, ça c'est leur ressenti et leur volonté de faire. Et il faut avoir des gens qui soient capables de donner un peu les orientations et de faire en sorte que ces gens-là puissent être aidés. Et ça, c'est finalement sur ces relais, il faut beaucoup investir. Je pense que l'Europe doit investir sur ces relais-là. C'est important, il faut que les régions aussi s'y mettent, parce que la proximité, c'est quand même l'échelon régional qui l'apporte, par définition. Et ensuite, il faut aussi prendre conscience que nous sommes à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que les financements européens fonctionnent selon des cycles de 7 ans. Bon, il y a la période 2014-2020, nous sommes en 2020, cette période s'arrête et va attaquer une nouvelle période, que la période 2021-2027, qui va être une période marquée. Bon, donc quand on passe d'une période à l'autre, les programmes se renouvellent, les financements aussi. Et cet renouvellement qu'il va y avoir dans 2021-2027 est particulièrement marqué par l'impact de la crise du Covid, puisque les années 21-22, on a appris ce matin en commission du développement régional qu'elles allaient être fortement dotées de 50 milliards d'euros de plus pour essayer non seulement de mettre en œuvre les politiques que l'Europe a en action depuis de nombreuses années, mais aussi pour les amplifier, pour faire en sorte qu'elles empêchent la période très, très difficile de la sortie de crise, parce que tout à l'heure, la question de M. Rie qui portait sur l'impact du Covid. Le Covid, on est encore dedans, on n'est pas encore après, on est encore dedans. Donc dedans, il y a eu des mesures
en gros, c'est quand même un tremblement de terre, donc on a essayé de faire en sorte que les maisons tiennent debout, mais on va constater les dégâts, et puis il va falloir réparer les régions les plus touchées. En Méditerranée, nous serons particulièrement touchés, puisque on l'a bien vu d'abord, la maladie a frappé énormément les régions du Sud, l'Italie et l'Espagne ont été les 2 pays européens les plus touchés. Et ensuite, l'impact économique majeur, c'est pour le tourisme. Il est évident que la dernière activité qui repartira une fois la crise derrière nous, la crise sanitaire derrière nous, c'est prendre des bateaux, prendre des avions et aller faire des brassages de population, puisque par définition, le tourisme, c'est un brassage de population, et le brassage de population signifie mécaniquement que l'on augmente les risques de circulation du virus. Plus on brasse de population, plus le virus peut recirculer. Donc, cette réalité de sortie de crise va être très très difficile et à la limite l'Allemagne, les Allemands seront plus casaniers que les années précédentes et donc elle aura beaucoup moins d'impact que l'Italie, l'Espagne ou le Maroc au-delà, la Tunisie et les grandes destinations touristiques de Méditerranée, l'Égypte aussi, où ces gens-là qui seront restés chez eux évidemment manqueront au produit intérieur économique pour permettre aux activités de vivre. Donc l'Europe aujourd'hui a quand même fait un certain nombre de décisions qui sont des décisions financières lourdes. Les programmes qui sont actuellement en discussion, alors ils ne sont pas encore décidés, mais il y a une série de programmes qui ont été, le financement de ces programmes ont été... Il va falloir conclure, Monsieur Alfonsi, juste ont pour été qu'on construits respecte... quand même avec des enjeux et des volumes nouveaux. Et j'espère qu'on donnera à la Méditerranée toute la place qu'elle mérite pour son redressement économique et aussi pour le traitement des questions écologiques. Ok, alors on retiendra la question de l'importance des relais à consolider et le fait qu'effectivement on est encore dans la crise. La grande question qui va se poser, c'est dans cette tension qu'il existe entre soutenir les entrepreneurs et les entreprises existantes et soutenir les entrepreneurs et les entreprises de demain, comment trouver une position d'équilibre qui ne se passe pas l'une au détriment de l'autre. Et ça, c'est effectivement quelque chose de particulièrement compliqué. Je remercie Mathieu et Salma qui ont été les voix des 40 participants de l'atelier numéro 1. Et je me permets encore une fois, Mathieu l'a précisé, les questions sont assez liées entre elles. Donc, on ne change pas complètement de thématique, mais on met des accents particuliers. Et du coup, on va parler cette fois-ci d'égalité des genres en Méditerranée. Et le rapporteur de cette thématique, c'est Sévan qui va s'en charger. L'introduction et les questions. Sévan, la parole est à toi. Merci. Alors, comme on l'a rappelé à l'instant, je me suis impliquée dans l'atelier préparatoire qui s'est intéressé au genre en Méditerranée. Celui-ci s'est divisé en plusieurs parties. La première a consisté à comprendre le concept du genre. On est parvenu à cette définition commune pour simplifier. Le genre est différent de tout ce qui est biologique. Il est à différencier du sexe et dépend des constructions socioculturelles. Nous nous sommes ensuite consacrés à identifier les obstacles liés aux inégalités de genre autour de la Méditerranée. On retrouve principalement le manque de parité, les inégalités de salaire, l'éloignement du pouvoir, le manque de ressources, les violences faites aux femmes, renforcées par les dispositifs de confinement, et les difficultés de conciliation entre vie familiale et professionnelle. Tout ceci globalement lié à une problématique de mentalité masculine qui établit un rapport de domination dans les relations sociaux, économiques, politiques et écologiques, et ils sont nombreux. Tout ceci pour arriver à 3 grands défis que nous avons formulés sous forme de questions. Que peuvent les pouvoirs publics pour favoriser le dialogue et l'information sur le genre, pour éveiller les consciences sur cette problématique, car on voit bien que l'éducation et l'information sont la base de tout. Que pensez-vous de la méthode des quotas en termes de parité? Cet outil doit-il être normalisé dans la durée ou au contraire rester un instrument transitif? Et enfin, que peut faire l'Europe pour permettre une meilleure inclusion des femmes dans la société autour de la Méditerranée? Juste avant de céder la parole, je tiens à préciser que si notre atelier s'est consacré sur les inégalités de genre entre hommes et femmes, il convient aussi de considérer les genres qui se situent entre ces 2 extrêmes, notamment avec la transidentité et les genders fluides, etc. Merci. Sévan, est-ce que tu peux nous dire combien de personnes participaient à cet atelier préparatoire, si tu t'en rappelles?
À peu On près. était un peu plus d'une dizaine, je crois. Ok, merci beaucoup de porter cette voix-là. Alors du coup, vu qu'on est sur cette thématique-là, je propose qu'on varie un petit peu les plaisirs dans les prises de parole et on ne va pas les reproduire exactement de la même façon. Je vais vous proposer de parler, si vous en êtes d'accord, dans l'ordre suivant. Je vais donner la parole d'abord à Madame Agnès Rampal, puis je passerai la parole à un débatteur Young Voice Med, Samir, puis Monsieur Alfonsi. Comme ça varie un petit peu les plaisirs pour pas être dans le même ordre systématiquement et croiser les regards. Madame Rampal. Écoutez, c'est une question majeure. Moi-même, je suis une femme. Vous, en tant qu'homme, vous êtes un frère, un père, un mari. Et malheureusement, on constate, comme vous l'avez dit, que les violences faites aux femmes, et j'ajouterai aux enfants, que la place de la femme dans nos sociétés n'est pas ce que les sociétés dites civilisées devraient avoir. Donc tout ce qui va être fait dans ce domaine, eh bien, il faut que nous le soutenions. Aujourd'hui, dans le programme de voisinage européen, d'ailleurs, il y a un fort soutien pour l'entrepreneuriat féminin. Et c'est un domaine dans lequel on peut travailler pour monter des programmes qui accentuent cela. Dans la Méditerranée du futur, bien sûr, nous avons voulu mettre en valeur les femmes chefs d'entreprise et nous continuerons. Et le Fonds social européen nous permet également de financer de nombreuses actions dans ce sens. Vous l'avez dit, c'est un problème d'éducation et on a tous en mémoire des témoignages de femmes qui montrent que ce sont souvent les femmes elles-mêmes qui entretiennent des traditions inscrites dans... Le micro est coupé, Madame Rampal, par erreur. On va le réactiver pour vous laisser. Vous en prie. Par l'éducation, lutter même en éduquant les femmes elles-mêmes qui sont souvent elles qui transmettent. Et je pense notamment à l'excision. L'excision, c'est souvent les femmes qui transmettent cette tradition. Donc oui, l'éducation, nous on est complètement, et là toutes les collectivités sont dans le même travail d'accompagnement, de soutien aux associations. Et c'est quelque chose qui est intolérable. Et donc je crois qu'on est tous, et comme vous l'avez dit, sur les femmes bien sûr, sur les enfants, ou sur le genre sexuel. Enfin, qui sommes-nous pour empêcher quelqu'un d'être homosexuel, d'être transsexuel, mais qui sommes-nous pour avoir des actions violentes là-dessus? C'est intolérable. Donc nous, on sera totalement partenaires dans toutes les actions possibles qui amélioreront ces inégalités intolérables. Alors, merci de votre intervention, Madame Rampal. C'est important de préciser aussi pour nos participants que quand vous portez la voix de la région, vous le portez autant en tant que collectivité régionale, donc ce que vous pouvez faire sur votre territoire et les territoires sur lesquels vous avez des conventions de coopération, mais que vous êtes aussi dépositaire, comme l'a rappelé Monsieur Alfonsi, des fonds régionaux européens, et que vous en avez la gestion, et que donc du coup, cette question, elle se pose à ce double niveau-là, vous en tant que collectivité, mais vous aussi en tant que gestionnaire des fonds. Je ne parle même pas de votre relation, vous, de femme ou d'actrice du territoire. Ce qui est important dans votre intervention, c'est que vous rappelez qu'au-delà des dispositifs à mettre en œuvre, il y a l'intervention en amont sur la question de l'éducation, que je pense qu'on ne peut pas dissocier de la question des dispositifs. Samir, je vous passe la parole. Merci pour cette parole et pour ce sujet, et bravo aux jeunes d'aborder ces questions de manière frontale. C'est une vraie question et on l'a vu avec ces dernières années, la libération de la parole, comme avec le mouvement MeToo. C'est quelque chose qui doit vraiment être au centre de plein de politiques, mais ça peut pas être juste des mots. Quand on parle de pouvoirs publics qui peuvent participer à éduquer les populations et les citoyens, on l'a vu à travers des militants, éduquent aussi parfois les pouvoirs publics. On a vu des scènes incroyables dans des commissariats où il y avait des plaintes pour viol, par exemple, au nord ou au sud, à cause de différents stigmates ou autres qui n'étaient pas acceptés, où les personnes étaient moquées. Du coup, il y a beaucoup d'efforts à faire en fait pour que les services publics soient aussi exemplaires. Quand elles veulent
elles ont la prétention justement d'essayer de régler un problème qui est millénaire et qui est glaçant. On a eu des membres du gouvernement, je parle pour la situation en France, qui ont été accusés de viol ou de harcèlement sexuel, qui sont condamnés ou qui ne sont pas condamnés, qui sont toujours en fonction et parfois réélus. Et du coup, c'est catastrophique aussi pour l'image de nos institutions de se dire, on a des citoyens, l'Europe c'est 500 millions d'habitants, on finance des programmes extraordinaires qui changent des vies, mais on a parfois des personnes en place qui terrorisent d'autres personnes ou qui ne sont pas au même niveau de valeur que ce que l'Europe prône ou ce que la France prône dans ses textes. Du coup, le dernier point pour moi, c'est la violence qui est faite aux femmes, au nord comme au sud, c'est une réalité qui fait froid dans le dos. Et je pense que même si la majorité d'entre nous, on commence à se rendre compte de ce qui existe, je pense que si on entend encore d'autres histoires, on serait vraiment traumatisé de ce qui existe dans la réalité et qui est caché. Et il faut en fait que ça demande une action honnête de la part des pouvoirs publics et il ne faut surtout pas que ça se transforme comme une leçon donnée du nord au sud parce que ce sont des problèmes qui existent de partout. Dans le nord, il y a des activistes extraordinaires, dans le sud, il y a des activistes extraordinaires et souvent les pouvoirs publics sont un peu en retard sur ces questions, mais quand c'est lancé, quand on voit ce genre de collaboration entre le nord et le sud, entre les activistes et les pouvoirs publics, là on a vraiment des changements d'ampleur. Et ça c'est vraiment un combat, l'égalité de genre pour les droits des femmes, qui ne peut pas juste être une prestation de mots ou ce genre de choses. On doit tous prendre part à cet effort et je suis heureux qu'on en débatte aujourd'hui avec des institutions, des jeunes et des associations sur le terrain. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Samir de ton intervention. J'entrerai toujours la question qu'on a vue sur la première thématique de la coopération et de la complémentarité entre les acteurs de la société civile, des citoyens et des autorités. Tu parlais de l'exemplarité des autorités publiques. Tu disais tout à l'heure que tu travaillais dans le secteur audiovisuel. Je pense qu'on a aussi des cas de figure de gros problèmes sur la question des violences dans le secteur de la culture, du cinéma. Les images vont arriver très vite, mais l'exemplarité, elle doit venir des autorités publiques, mais aussi de toutes les figures publiques, et là je ne parle pas d'autorités publiques, qui marquent l'identité collective des citoyens et de nos sociétés. Je passe la parole à Manal. En fait, tout d'abord, j'aimerais remercier le groupe de jeunes aussi parce qu'ils ont posé des questions assez directes et très pertinentes. L'égalité du genre et l'égalité de chance, c'est une question primordiale parce que c'est en quelque sorte quelque chose qui encadre notre vie quotidienne. Et là, j'ai aimé l'introduction quand ils ont parlé du concept lui-même, qui n'est pas clair et qui doit être clarifié pour qu'on puisse avoir des solutions pratiques et non pas seulement théoriques. Alors ils ont posé la question par rapport à la méthode du quota qui m'est très intéressante parce que par exemple en Algérie ils ont imposé ce système de quota par exemple dans le Parlement où il y a un quota de 30% pour les femmes mais que je trouve qu'il a été mal utilisé parce qu'il y a une représentation de femmes mais il y a une mauvaise représentation de femmes. Donc là, je repose une question sur cette question parce que le quota, ça va permettre une participation égale, mais est-ce que ça va permettre la bonne participation des gens? Donc, on doit revoir ça et comment régler ce petit problème par rapport au quota. On a aussi... J'aimerais aussi rajouter quelques points sur l'idée de Samir quand il a parlé des services publics qui doivent se porter exemplaires par rapport à cette question. Et je trouve que c'est une responsabilité partagée par nous tous. C'est à nous tous de respecter l'égalité de genre et l'égalité de chance pour qu'il y ait cette égalité sur le terrain. Parce que certainement, et je ne parle pas seulement sur l'inégalité entre femmes et hommes ou bien les homosexuels ou hétérosexuels, je parle sur toute forme de genre comme il a été mentionné, qu'il soit biologique ou socio-économique aussi.
On doit tous respecter l'individu pour sa valeur de ce qu'il peut apporter dans la société et non pas pour ce qu'il est ou pour son orientation. C'est mon dernier point. Merci. Ok, merci de ton intervention, Manal, et de bien rapporter que la question des quotas n'est pas autosuffisante et que c'est quelque chose qu'on appréhende, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de poser une règle de quotas qui peut être une règle contraignante importante, mais que derrière cette règle de quotas, l'on comprenne bien collectivement que c'est bien la question de la mise en avant des compétences, tout genre confondu, qui doit prendre le dessus. Et on a quand même certains pays du Nord qui ont bien montré que, bien appliquées, c'était des mesures qui étaient vouées à disparaître. Et une mesure de quota qui a été bien appliquée, c'est une mesure dont on n'a plus besoin au bout d'un certain temps. Je passe la parole à Monsieur Alfonsi pour conclure ce deuxième tour de réponse sur cette thématique numéro 2. Monsieur Alfonsi, c'est à vous. Oui, c'est un problème qui touche à l'évolution des mentalités, à l'évolution des sociétés. Donc c'est un problème qu'il faut considérer sur le temps long. Ce n'est pas même pas sur le temps d'une mandature. C'est vraiment quelque chose qui est un processus long, qui doit être pris en charge par les jeunes pour être mis en avant. Et si on regarde ce qu'étaient les réalités institutionnelles européennes il y a 30 ans, ben on verrait qu'un Parlement européen sans femmes ou presque, on verrait des parlements nationaux sans femmes ou presque, et on n'imaginerait même pas une seconde que le principal personnage politique de l'Europe, à savoir la présidente de la Commission européenne, puisse être une femme. Et on vient d'élire, donc il y a 6 mois, pour la première fois, une femme à la tête de l'institution européenne. C'est donc un processus qui part de loin, et l'Europe, là-dedans, est certainement progressé. Elle a progressé grâce à la politique des quotas. Il faut appeler un chat un chat. Il est évident qu'aujourd'hui, l'exigence d'avoir des gouvernements paritaires dans un pays comme la France fait qu'il y a des grandes ministres femmes, alors qu'il y a 20 ans, c'était une Simone Veil pour 30 hommes, quoi, voilà, pour 100 hommes d'ailleurs. Donc, mesurons que le chemin parcouru est sur un temps court, à l'échelle des jeunes évidemment, il y a 20 ans, c'est il y a très longtemps, mais en réalité, à l'échelle des sociétés, c'est sur un temps relativement court que, en France, en Europe en général, la place des femmes a pris une proportion beaucoup plus importante. Et notre groupe, aujourd'hui, par exemple, essaye d'introduire, dans le cadre de l'appréciation des politiques régionales européennes, un critère de genre. C'est-à-dire, on veut évaluer comment cet argent européen qui est injecté auprès des régions bénéficie tout autant aux acteurs hommes qu'aux acteurs femmes. Et il y a un travail qui est fait. Notre job au niveau de parlementaire, c'est d'introduire des règlements qui fassent en sorte que si une région, par hasard, venait à ne privilégier que des projets masculins, ben, les financements dont elle bénéficiera seront diminués. Et il y a vis-à-vis des pays tiers, c'est un peu la même politique, c'est-à-dire qu'est-ce que fait l'Europe? Elle dit, nous demandons à ces pays tiers d'avoir une démocratie réelle, des élections libres et justes, on leur demande d'avoir une justice indépendante, on leur demande d'avoir une presse libre, etc. Ce sont des critères, et on leur demande l'égalité des genres. Et cela fait partie des critères qui évaluent les programmes que nous engageons ensuite avec tel ou tel État du sud de la Méditerranée. Et je pense que c'est une bonne façon de faire essaimer un peu les progrès qui ont été faits en Europe et qui doivent être faits partout dans le monde, y compris bien sûr dans notre espace méditerranéen, car notre espace méditerranéen, il doit être solidaire, il doit avancer dans le même sens, et c'est son intérêt. Je conclurai là-dessus, c'est que le fait que les femmes s'expriment sur le plan social, dans l'économie, dans les arts et dans tous les domaines de l'activité sociale, eh bien, c'est un enrichissement considérable pour toute l'économie, pour toute la société et pour toute la production culturelle, parce que, évidemment, ce sont des gens qui apporteront leur force de travail, leur force de réflexion, leur force de pensée au progrès général de la société. Donc, moi, je pense que, d'ailleurs, on a des retours déjà d'expérience où on voit que dans certains pays les plus en difficulté économique,
économiquement au cœur de l'Afrique noire, eh bien, c'est souvent l'activité économique portée par des femmes, aidée par des microcrédits, aidée par des politiques très très précises de façon à être efficaces, qui souvent évitent que la famine se répande et permettent à des progrès sanitaires qui sont les premiers progrès que l'on souhaite dans ces pays-là et que l'on peut prioriser, et ces progrès sanitaires progressent à travers elles. Donc voilà, donc c'est un processus, c'est une volonté. L'Europe a besoin de s'impliquer pour que les progrès qu'elle a fait elle-même, et il faut qu'elle soit modeste parce que c'est des progrès récents, ce ne sont pas des progrès qui viennent de par nature. Il faut être modeste, mais il faut être en même temps volontaire. Il faut encourager de tout moyen, par tout moyen, les pays de l'autre rive et pour que la Méditerranée entière soit un espace d'égalité entre les hommes et les femmes. Merci pour votre intervention, Monsieur Alfonsi. Agnès, je vous relaisse dire un mot. Oui, juste un mot, comme vous dites. Manal disait que les quotas ont amené des femmes qui n'étaient pas forcément les plus compétentes. Vous savez, moi je vous rassure, moi je suis une élue de la parité. On est venu me chercher en me disant, vous êtes médecin hospitalier, venez, on a la parité en France. Je peux vous dire que les femmes, elles apprennent vite et qu'en l'espace de quelques années, on a des femmes formidables qui maintenant sont engagées en politique. Et il n'y a pas de raison, vous avez des femmes formidables en Algérie, il y a des femmes extraordinaires partout. Et bon, il faut le temps qu'elles s'y mettent et ça va aller très très bien et on est très complémentaires. Et effectivement, une représentation politique, c'est une représentation de la société et c'est très bien qu'il y ait la moitié de femmes qui puissent représenter et partager les responsabilités. Voilà, non, j'ai pas de soucis sur les compétences des femmes au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest. Elles s'y mettent très très vite et très très bien. Alors, je me permets de rebondir sur la première intervention de Sévan. Manal l'a fait aussi sur la question du périmètre et de la définition. Difficile de poser des politiques claires sur des concepts flous. Donc, il y a un enjeu de périmètre qui se pose. Mais sur la dernière intervention de la question du processus, le processus laisse entendre quelque chose qui relève de la marche en avant et de la progression, qui est tout à fait juste et tout à fait vrai. Mais sur la question de l'égalité des genres, dans son sens pluriel, je pense qu'on peut vraiment parler de combat. Parce que on est sur des questions où on peut tout à fait avoir des reculs et on en a constaté. On n'est pas que dans la progression. Il faut défendre des lignes, il faut s'apercevoir qu'à certains moments, on a des vrais reculs sur la question de l'égalité des genres et que non seulement on doit progresser, mais on doit défendre aussi des acquis qu'on pensait être permanents, mais qui sont remis en question. Et ça, c'est toute la complexité du sujet. J'essaye de regarder la question, le pad, pour voir les questions qui étaient posées. Et en fait, il n'y a pas tant une question à proprement parler qui est posée, mais plutôt un élément de méthode, j'aurais tendance à dire, qui s'adresse entre autres à Monsieur Alfonsi, en disant sur la question des politiques en Méditerranée, donc ce qu'on appelle les politiques de voisinage, dont je soulignerai, parce qu'on parle tout à l'heure de sémantique, mais quand j'ai eu l'assistante de Madame Zacharopoulou qui devait intervenir, elle nous a repris en disant attention, avec la nouvelle mandature, on ne parle plus trop, vous allez pouvoir nous le confirmer, Monsieur Alfonsi, de coopération politique de voisinage, on parle de partenariat avec les pays du Sud, ce qui induit quand même autre chose dans la relation. Donc il y a une évolution sémantique, mais qui peut-être veut dire autre chose dans l'évolution des politiques publiques. Et donc, il y a bien un Parlement européen de la jeunesse qui est organisé, mais est-ce qu'il serait possible, c'est une demande qui est faite via le PAD, là on est en webinaire, on est à distance, mais est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe, dans sa réflexion sur la politique en Méditerranée et l'association des citoyens et notamment des plus jeunes, on puisse organiser, pas forcément une instance formelle, mais en tout cas des temps de réunion qui associent des jeunes à l'élaboration des politiques dites de voisinage ou de partenariat en Méditerranée et qu'il y ait des rencontres physiques qui s'organisent sur cette thématique-là. Est-ce que ce ne serait pas un signe favorable ?
Je suppose que la question m'est adressée. Je suppose. Écoutez, c'est bon. Est-ce qu'il y a un changement de paradigme quand on passe de politique de voisinage à partenariat? Évidemment, il y a une volonté de se rapprocher et de faire en sorte de concevoir et d'exécuter en commun un certain nombre de projets par rapport aux responsables politiques qui sont de part et d'autre de la Méditerranée. Et pour ce qui est de l'Europe, l'Europe, elle, encourage les citoyens européens du pourtour méditerranéen à s'impliquer. Il est évident que l'argent européen qui va dans la politique de voisinage en Méditerranée concerne peu les Finlandais, concerne beaucoup les Français, les Italiens, les Espagnols, les Grecs, et voilà. Et donc, c'est à nous quand même, Corses, Provençaux, etc., d'être les porteurs de projets politiques en se rapprochant aussi des chambres de commerce et des autorités régionales qui sont de l'autre côté, de façon à essayer de promouvoir ensemble. Et il y a beaucoup de choses à promouvoir ensemble, et je pense particulièrement sur le terrain de l'écologie en Méditerranée, il y a certainement énormément de choses à faire, rendre nos transports maritimes moins polluants, faire en sorte que la Méditerranée soit moins envahie par les déchets et puisse retrouver une seconde vie écologique, etc. Je crois qu'il y a énormément de projets à monter et il y a un gros investissement des échelons régionaux qui est nécessaire. Alors, est-ce que maintenant l'Europe va changer de chance, de dimension? Il est évident que toutes les politiques méditerranéennes ont été un petit peu paralysées par la dégradation du climat politique. Tous les événements qui ont lieu en Libye, la montée du terrorisme pendant une certaine période qui a particulièrement handicapé l'action de l'Union pour la Méditerranée. Je pense qu'on sort un peu de ces crises politiques et qu'il faut profiter de la nouvelle période de programmation pour mettre l'accent, en tous les cas je le ferai au Parlement européen, sur l'enjeu stratégique que représente pour l'Europe d'avoir une Méditerranée qui repart de l'avant. Monsieur Alfonsi, une question simple qui appelle une réponse simple. Est-ce que vous seriez favorable, dans la limite évidemment de vos moyens et de votre mandat, à essayer d'organiser des espaces de parole ou de co-construction physique qui puissent associer des citoyens, et notamment les plus jeunes, au débat et à la réflexion ou à la construction des politiques de voisinage en Méditerranée? Est-ce que c'est quelque chose qui serait entendable, puisque c'est le sens de la question? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, il faut peut-être se rapprocher aussi d'organismes comme l'Union pour la Méditerranée, qui ont eux-mêmes la possibilité d'intervenir non seulement sur le versant européen, mais aussi sur tous les autres pays concernés par l'espace méditerranéen. Je pense que la concertation, le travail en commun, c'est important, mais il y a les cadres politiques qui sont fixés en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a un espace de temps qui, en ce moment, est un espace court, qui fait que le Parlement européen va adopter, d'ici la fin de l'année, son cadre financier pluriannuel. C'est-à-dire que pendant 7 ans, nous votons un budget qui va s'appliquer, grosso modo, dans ses grandes lignes, pendant 7 années. Ce cadre financier pluriannuel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, on va mettre tant d'argent sur la politique de cohésion, on va mettre tant d'argent sur la politique agricole, on va mettre tant d'argent sur les programmes Erasmus pour les étudiants, etc., etc. Et on va ouvrir comme ça un certain nombre de niches, si vous voulez, d'actions, dont une, c'est les politiques de voisinage en Méditerranée. Et nous, il faut faire en sorte, à notre niveau, au Parlement européen, qu'elles ne soient pas déjà ces politiques oubliées, parce qu'il y a eu une période assez creuse dans les années qui sont passées, il ne s'est pas passé grand-chose, et donc nous, il faut alerter, il faut dire attention, il faut que ça redémarre, parce que de toute façon, la Méditerranée ne peut pas rester vide d'action et vide d'initiatives. Il y a trop d'urgence au plan de l'écologie et il y a trop de nécessité au plan de l'Europe, parce que nous sommes à Alger, moins loin de Marseille que quand on est à Bruxelles. Hein. Voilà, donc il y a une proximité. C'est très clair. Et cette proximité de 500 millions d'habitants que représente la Méditerranée n'existe pas à l'ouest, puisque à l'ouest, il faut arriver aux États-Unis pour voir des habitants, pas au nord, puisque l'Europe touche le cercle polaire et donc au nord, il n'y a pas grand monde, pas à l'est non plus, puisqu'on s'est déjà élargi vers l'est et il y a une coopération que cet élargissement a largement développée, y compris avec les pays tiers comme l'Ukraine et comme la Moldavie et d'autres pays. Et la Méditerranée, ça reste un peu trop, à mon goût, le territoire où l'Europe n'a pas une action
aussi déterminée et aussi décisive que je le voudrais. Et dans le cadre des débats que le Parlement va avoir d'ici cet automne pour fixer les priorités des 7 années qui viennent, eh bien, j'espère faire entendre ce point de vue. Vous faites bien de rappeler qu'il y a une fenêtre de tir qui est très importante sur les négociations qui sont encore en cours, mais en voie de finalisation quand même sur les priorités, et qu'il va falloir les défendre bec et ongle sur ce qu'on appelle les politiques de voisinage. Madame Rampré, rapidement, car ensuite on va partir sur la dernière thématique. Alfonsi est effectivement frappé au coin du bon sens. Donc moi, je voudrais juste dire que pour aller dans ce sens, le président Muselier souhaite mettre en place un parlement euro-méditerranéen de la jeunesse, que c'est les jeunes qui commencent à travailler dans ce cadre-là ont fait des propositions à Renaud Muselier, sur lesquelles il répondra très vite totalement positivement, car il est important d'avoir justement une représentation de toute la Méditerranée. Moi, ce que je reproche parfois au programme européen, et c'est vrai que nous luttons beaucoup contre ça avec Renaud Muselier, c'est qu'ils intéressent souvent que la rive nord de la Méditerranée. Or, la Méditerranée, c'est un truc qu'on travaille que sur la rive nord, ça ne sert à rien. À quoi servirait on ne jette plus de plastique en Méditerranée sur la rive nord, qui avec le sud n'a pas les moyens de le faire. Et donc, c'est toute cette logique qui nous pousse à demander à l'Europe de mettre en place une stratégie macro-régionale à l'échelle de la Méditerranée, comme elle a pu le faire à l'échelle de la Baltique ou à l'échelle du Danube. La Méditerranée, c'est un tout, comme on disait tout à l'heure, c'est un confetti à l'échelle du monde. Il faut qu'on puisse travailler tous ensemble. Et c'est dans cet esprit-là que le Parlement euro-méditerranéen de la jeunesse est en cours de constitution. Ok, je vous remercie à tous pour vos différentes interventions, et surtout mon dernier remerciement va à Sévan pour avoir porté la voix de son groupe de travail. Merci sur cette question qui est essentielle et ô combien complexe, qui relève, comme je l'ai précisé tout à l'heure, d'un combat quotidien. Je passe maintenant la parole à Thomas pour aborder le troisième sujet, qui est un sujet majeur. Madame Rampal, vous venez de le préciser à l'instant, au regard des enjeux posés à l'échelle régionale sur Méditerranée du futur. C'est la question de la transition énergique en Méditerranée. Thomas, la parole est à toi. Merci beaucoup. Nous sommes ici de nombreux jeunes engagés et concernés par le développement durable et par notre avenir autour de la Méditerranée. Dans cette optique, nous avons réfléchi lors de l'atelier préparatoire à ce débat sur cette importante thématique qui est notre avenir à tous au bord de la Méditerranée. En effet, nous devons penser à changer notre manière de produire, de consommer, de nous déplacer autour de la Méditerranée. Nous pensons que cela sera possible en intensifiant les relations entre les différentes rives dans un esprit de coopération et d'entraide. Depuis les élections de 2019, l'Union européenne a mis en place des politiques ambitieuses visant à promouvoir la transition écologique et énergétique. Ce sera là l'objet de ma première question. Est-ce que le Covid-19 va avoir un impact sur les politiques européennes du type Green Deal ou sur les futurs budgets européens dédiés aux coopérations méditerranéennes? Ces coopérations reposent notamment sur les dépassements en Méditerranée. La deuxième question est donc, quels sont les chantiers prioritaires pour faire baisser les sources de pollution générées par les échanges méditerranéens, en particulier pour les transports? Et enfin, de manière plus générale, quelle place occupe le développement durable au sein des instances de coopération méditerranéenne, comme par exemple l'Union pour la Méditerranée? Je vous remercie. Merci Thomas pour ces questions très précises et très claires. Est-ce que tu peux nous rappeler, comme pour tes autres collègues, le nombre de participants à peu près que tu avais sur ton atelier? Alors, je m'en souviens qu'on était à peu près, comme Sévan, à peu près une dizaine à réfléchir. Ok. Merci pour ce porte-parole-là de cet atelier. Donc du coup, il y a des questions qui sont quand même très claires. Les premières qui sont posées à l'échelle des politiques européennes. Donc Monsieur Alfonsi, si vous voulez bien, je vais vous donner la main et on va encore varier un petit peu les plaisirs. Je vous propose cette fois-ci que Monsieur Alfonsi commence, qu'ensuite je passe la parole à Manal, puis à Agnès, puis à Samir. Bon, c'est la question du Covid, pour commencer là-dessus. C'est quelque chose où il faut être très attentif. Parce qu'effectivement, quand on connaît une crise économique, la priorité, c'est de faire en sorte que l'économie ne s'effondre pas. Mais le risque, c'est que l'on conforte en sauvant l'économie dans le sauve qui peut,
je dirais, que l'on conforte finalement les domaines où il aurait fallu passer à autre chose, quoi, et que l'on fasse l'erreur de prolonger des priorités économiques au nom de l'emploi, au nom de l'urgence, au nom de l'immédiatisme, alors qu'il était temps de s'engager dans une transition et de faire en sorte que, par exemple, en Méditerranée aujourd'hui, les îles sont pour l'essentiel fournies en énergie par du charbon. Bon, voilà. Donc, si c'est pour sauver l'économie du charbon dans les îles de Méditerranée, au nom de l'urgence créée par la crise économique du Covid, on ferait fausse route. Donc voilà. Donc il faut être vigilant, il faut être attentif. Il faut à la fois relancer l'économie, mais il faut la relancer sur les bons rails. Si on la relance sur les mauvais rails, évidemment, on va avoir des conséquences extrêmement négatives. Et là-dessus, c'est le principal point de vigilance du Parlement. En ce moment, c'est l'objet de la Commission de développement régional qui a eu lieu à l'instant, la commissaire nous présentait le plan de relance que l'Europe entend financer à grands frais, parce que le Covid a eu cette vertu de faire sauter un certain nombre de verrous qui empêchaient l'Union européenne d'avoir une action plus ample et plus efficace, notamment sur le terrain économique. On a pour la première fois fait un emprunt. L'Union européenne était la seule collectivité d'Europe à n'avoir jamais emprunté. C'était un veto des États. Bon, ça y est, le Covid a fait sauter ce premier veto. Et non seulement elle a emprunté grâce à son propre budget, à sa capacité à rembourser, puisque quand on emprunte, c'est parce qu'on a une capacité à rembourser, mais elle lance en ce moment un second emprunt qui va financer un plan de relance qui est appuyé sur la capacité à rembourser des 27 États membres. C'est-à-dire, on ne s'appuie pas simplement sur le budget délégué à l'Union européenne, on s'appuie sur la capacité financière de 27 États, la France, l'Allemagne, l'Italie, des grands États, et donc évidemment, cela permet d'aller plus loin dans les solidarités et d'aller plus loin dans la relance. Donc, c'est des sommes très importantes qui s'engagent. Et la crainte que l'on peut avoir, c'est qu'elles s'engagent mal, parce que si elles s'engagent mal, on sait qu'il n'y aura pas les mêmes sommes dans 5 ans. C'est des one-shot. C'est quelque chose qu'il faut bien engager maintenant. Donc, le Parlement est extrêmement vigilant là-dessus. Il dit la relance, bien sûr, il la faut absolument. On ne peut pas laisser des économies s'effondrer. Et en Méditerranée en particulier, nous sommes sans doute les économies européennes qui seront les plus touchées par les conséquences de la crise sanitaire. Mais il faut les relancer en les mettant sur les bons rails, c'est-à-dire en leur permettant d'être dans des options économiques d'avenir, et notamment la transition écologique, qui est la base du Green Deal. C'est quelque chose qui doit rester prioritaire. Donc il s'agit à la fois d'engager des fortes sommes d'argent, mais en même temps de les mettre très précisément dans les créneaux qui seront les créneaux porteurs d'avenir. Et en Méditerranée, on a un certain nombre de problèmes avec le développement durable. Par exemple, je prends un exemple, ça va être assez simple à comprendre, les compagnies maritimes sont extrêmement touchées bien sûr par la crise, puisque tout d'un coup il n'y a plus de clients, donc c'est comme les compagnies aériennes, elles se sont trouvées dans de grandes difficultés, mais elles vont être aidées donc, mais il faut les aider aussi à investir dans des flottes qui soient moins polluantes. Donc voilà, l'orientation, c'est pas de racheter des bateaux au rabais, l'orientation c'est de racheter des bateaux qui vont permettre de baisser la note de pollution que le trafic maritime inflige à l'espace méditerranéen, et c'est important. On se rend compte que la Méditerranée est beaucoup plus polluée que la Baltique, et qu'en Baltique, il y a des politiques beaucoup plus offensives de limitation des émissions polluantes, et nous, il faut faire en sorte que la Méditerranée s'aligne sur les meilleures pratiques. En gros, l'idée, monsieur Alfonsi, si je la traduis bien, c'est d'accorder des aides, mais des aides sous contrainte qui permettent de répondre aux enjeux, notamment environnementaux et écologiques de demain. Oui, aux enjeux, et puis aussi qui correspondent à des investissements d'avenir. C'est-à-dire qu'un pays qui est aujourd'hui, allez, je caricature, mais si une région européenne de Méditerranée ou une région tiers investit sur le charbon, c'est-à-dire c'est de l'argent qui n'est pas engagé pour porter l'avenir économique de ce pays. Donc voilà, donc c'est très clair. Voilà. Merci. C'est parfait. Les moyens ont été mis sur la table de manière importante, mais ils ne s'autosuffisent pas et il faut s'assurer qu'ils soient fléchés dans les politiques d'avenir de manière juste. Manal, je comptais te passer la parole, mais tu as été déconnecté un petit moment. Est-ce que tu as entendu les questions de Thomas ou est-ce qu'il faut les rappeler? Manal? On a un souci de connexion avec Manal, donc du coup, je vais passer la parole à Agnès pour l'instant.
Manal, tu veux prendre la main ou tu veux juste que je sache si tu as entendu les questions de Thomas? Tu peux réactiver ton micro? Allez, je passe la parole malheureusement, je n'ai pas entendu les questions parce qu'il y avait une coupure à l'image. Ok, du coup, je vais faire répondre Agnès et ensuite Thomas resynthétisera les questions. Ok? Allez-y, Madame Rampal. Donc, moi, mon micro est allumé, c'est bon? Oui, tout va bien. On va bien sûr que le Covid a permis de mettre en évidence l'urgence de changer les choses, parce que finalement, on a arrêté le monde entier quasiment a été confiné, et on se rend compte que cet arrêt des transports dans le monde entier ne va jouer que sur un petit pourcentage minime d'émissions de gaz à effet de serre, parce que, en fait, la plus grande émission est due à l'eau. Et ça, c'est un fait. Aujourd'hui, les pays du Sud, notamment nous et la rive sud, on a quand même des moyens de produire de l'électricité avec le solaire et l'éolien qui sont considérables. Et je crois vraiment que ça sera à l'origine de nouveaux métiers et que cette jeunesse, la jeunesse méditerranéenne va pouvoir s'en emparer et que ça va être un rebond théorique extraordinaire avec toute cette nouvelle production d'électricité qui doit être propre. Alors nous, notamment à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, moi plus particulièrement au sein de l'ARLEM, je suis chargé de faire un rapport sur l'agriculture et sur la souveraineté alimentaire en Méditerranée. Et là aussi, le Covid a été à l'origine d'une prise de conscience terrible, c'est qu'aujourd'hui, de par le réchauffement climatique, de par l'emploi des pesticides, de par l'accroissement des populations sur les rivages méditerranéens, eh bien, on est plus capable de produire l'alimentation que l'on doit fournir aux Méditerranéens. Et ça, c'est un enjeu colossal. C'est 500 millions de personnes qui vont mourir. Donc, il va falloir très rapidement se mettre en position et en situation de répondre à cette demande alimentaire, alors que le réchauffement climatique, l'aggravation de la paupérisation en eau, la transformation d'une mer Méditerranée en mer poubelle avec une diminution de poissons, ce sont des problèmes éminemment cruciaux. Donc oui, nous sommes en train de faire ce rapport et nous espérons très vite obtenir un certain nombre de solutions. Tout d'abord par la création d'un observatoire des bonnes pratiques agricoles en Méditerranée, par le développement de formations initiales continues pour les acteurs agricoles et pour les collectivités, par la création d'un label produit de Méditerranée qui permettra d'authentifier nos produits, par la création d'un fonds de type réserve agricole qui pourra subvenir et en cas de crise. C'est un enjeu essentiel. Bien, épauler le deuxième enjeu qui est celui de l'énergie. Je crois qu'on ne peut pas passer à côté de ces deux enjeux qui sont aussi, quelque part, les emplois de demain, les emplois de nos jeunes Méditerranéens de demain. Merci Madame Rampal de nous rappeler que les questions de transition se jouent aussi sur le chantier énorme de l'alimentaire et toute la chaîne qui y est rattachée. Je vais demander à Thomas de rappeler brièvement les questions que tu as posées pour que Manal puisse s'en saisir ainsi que Samir, sachant que nous nous approchons du temps de fin de notre débat dont on a respecté à peu près le cadre. La première question portait sur les futurs budgets européens et surtout qu'est-ce qu'ils vont devenir avec la crise sanitaire, et là où M. Alfonsi a réussi à répondre à cette épineuse question. La deuxième question, c'était quels sont les chantiers prioritaires pour permettre de faire baisser les sources de pollution générées par les échanges méditerranéens et en particulier par les transports. Et la dernière question, c'était quelle place occupe le développement durable au sein des instances de coopération méditerranéenne, comme par exemple l'Union pour la Méditerranée. Manal, est-ce que tu te sens de saisir les questions à la volée ou je passe la parole à Samir avant? Je te mets à l'aise, c'est comme tu le souhaites.
D'accord, je préfère que vous passiez la parole à Samir. Le temps Alors, de Samir, récapituler mes réponses. je t'en prie, c'est tout à fait normal. Samir. Très bien. Tout d'abord, merci encore pour ce travail et ces questions. Je précise pour cette thématique en particulier que je ne suis pas du tout expert, mais observateur de certains faits. Et du coup, j'aimerais rapporter ce que d'autres personnes ont fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler l'année dernière d'un hashtag qui s'est diffusé sur les réseaux sociaux, qui s'appelle le Trashtag Challenge, où des jeunes dans toute la Méditerranée et dans le monde entier se sont pris en photo à côté de zones qui étaient dévastées par les déchets. Et au bout d'un après-midi, ils nettoyaient en fait tout, des plages, etc. Et en fait, c'est un mouvement qui a commencé sur Instagram et qui a continué un peu partout. Il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de moins jeunes qui l'ont repris. Et c'était vraiment une initiative extraordinaire. Là, on se rend compte que les jeunes peuvent aussi utiliser les réseaux sociaux pour changer le monde, littéralement. Et malheureusement, avec la crise du Covid, il y a une autre crise en plus de sanitaire, c'est la crise écologique. On a vu par exemple de plus en plus de masques, de déchets qui étaient jetés, qui étaient en lien avec cette crise sanitaire. Du coup, ça c'est compliqué et j'aimerais parler d'une autre initiative qui est en lien avec les pouvoirs publics et les jeunes. Moi, je suis à Marseille, dans le 13e arrondissement. Il y a un centre social qui s'appelle le Centre social de Malpasset, où ils ont fait tout un cycle sur la gestion des déchets. Du coup, ils étaient super intéressés de voir comment ça fonctionnait, de participer dans leur quartier. Et ils se sont dit, on aimerait bien inviter un élu ou une élue pour comment ça se passe. Et du coup, en fait, les poubelles de tri parce qu'on n'a pas tout un cycle on ne sait pas exactement comment les recycler avec une chaîne, etc. Tout est jeté au même endroit. Aujourd'hui, j'espère que ça a changé, mais les jeunes étaient choqués d'entendre en fait que tous leurs efforts allaient en fait dans dans le même endroit où on jette toutes les ordures. Et en fait, c'est accompagner cette volonté de la jeunesse. C'est absolument incroyable et incroyablement nécessaire. Les pouvoirs publics font beaucoup, c'est ce qui nous structure. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de ce qui fonctionne avec les jeunes. Si les réseaux sociaux, si Snapchat, si les hashtags sur Instagram, ça fonctionne, et qu'on voit des milliers et des milliers de jeunes prendre des centaines et des centaines de kilos de déchets et les retirer de la nature pour les mettre là où il faut, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à se parler de manière beaucoup plus efficace entre les institutions et les jeunes, parce que chacun fait des choses extraordinaires de son côté, mais c'est quand on se rassemble qu'on voit qu'on change vraiment les choses. Du coup, je voudrais m'arrêter là parce que je ne suis pas expert sur la question, juste admiratif du travail qui est fait avant moi. Il y a quand même les questions d'expertise d'usage et sur le volet illustration, tu joues très bien ton rôle de mettre en avant des exemples qui marquent ce qui se fait, avec toujours ce fil conducteur de n'opposons pas les politiques publiques aux actions citoyennes, puisque c'est un peu le fil conducteur de nos 3 ateliers, et essayons de trouver la meilleure complémentarité possible entre ces actions-là. Je pense que c'est un message assez fort. Manal, la parole est à toi et ce sera presque la conclusion, j'aurais tendance à dire. En fait, tout d'abord, j'aimerais remercier les jeunes pour leurs questions, aussi des questions très pertinentes, très directes. Et en effet, c'est une urgence de changer et de reprendre pour les systèmes économiques. Et nous, en tant que jeunes, en tant que génération qui est le présent de la région méditerranée et non seulement le futur, on doit faire partie de ce changement-là et de la reprise. Alors, j'ai 2 recommandations, si on peut les désigner comme recommandations. La première, parce que déjà, Monsieur François Alfonsi, il nous a parlé du surisage de la mer Méditerranée. Et je trouve qu'il faut mettre en place des politiques pour préserver la faune et la flore de la Méditerranée et assurer sa propreté. Des politiques qu'on espère qui vont être respectées par tous les États de la Méditerranée, autour de la Méditerranée. La deuxième recommandation, et c'est beaucoup plus un appel aux institutions telles que l'UFM, l'Union pour la Méditerranée,
qui a un rôle très essentiel pour le moment, pour le futur de la Méditerranée, pour soutenir la mobilisation des jeunes de la Méditerranée, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives par rapport au développement durable. Il faut juste les élargir et les rendre des initiatives régionales, des initiatives méditerranéennes. Et j'aimerais bien citer une initiative qui est semblable à celle que Samir a mentionnée. C'est la Ban-Lastic, qui est une initiative lancée en Égypte pour le ban du plastique. Il y a des jeunes qui sont sortis pendant la pandémie du coronavirus, vu que les plages sont vides, pour le nettoyage des plages et le tri des déchets. C'est une très bonne initiative qu'on peut élargir sur tout le bassin méditerranéen. Merci de ton intervention, Manal. Je ne pense pas trahir votre pensée en précisant que sur ces questions-là, au niveau des actions, il y a la question des dispositifs, des politiques à mettre en œuvre, des moyens, mais il y a aussi, je suppose, la question éducative, donc le travail en amont, qui ne doit pas être l'oublié de cette thématique-là, pour que dès le plus jeune âge, les questions de développement durable soient intégrées à nos pensées et surtout nos actes, y compris au sein de nos propres familles. Je vous remercie pour l'éclairage que vous avez apporté à ces trois thématiques. Dans ma fonction de modérateur, je suis aussi garant du temps et on arrive actuellement en fin de notre débat. Je me permets de remercier du coup Thomas pour avoir été le rapporteur de ce troisième atelier avec beaucoup d'enjeux et je vais me lancer progressivement sur les propos conclusifs. Alors déjà on a été à peu près plus d'une cinquantaine à suivre ce webinaire organisé à l'initiative du Parlement européen en partenariat avec les trois associations que j'ai citées en introduction, les Têtes de l'Art, Eurocircle et ALDA, en lien aussi avec la Fondation Annalint et Young Made Voices. Et donc du coup, je ne peux que vous inviter à prolonger ces échanges-là en espérant, comme on le disait à la fin du deuxième débat, qu'on pourra cette fois-ci le traduire par des rencontres physiques dans le cadre peut-être du Parlement européen, de l'UPM ou d'autres instances. Je sais qu'en marge de Méditerranée du futur, il est quasiment acquis que le président Muselier souhaitera réinviter des jeunes à débattre en marge de Méditerranée du futur. Donc on aura une nouvelle occasion d'échanger en la fin de cette année 2020 sur ces questions-là. Le process qui a été lancé au-delà de ce webinaire est un process permanent. C'est toujours des rencontres qui sont bienvenues, mais qui ont besoin de trouver un rythme et une vie. Et du coup, j'espère qu'on réussira collectivement à trouver d'autres espaces d'engagement et de mise en débat. Pour l'instant et dans l'immédiat, je rappelle que le festival AJCM se prolonge et que dans les minutes qui suivent, on va avoir une prochaine visio sur la première résidence virtuelle pour jeunes artistes en Méditerranée à 16h15, qui sera suivi d'un débat sur les réseaux solidaires en Méditerranée à 18h, un workshop sur justement la fondation Surfrider qui pilote avec nous le plugin Challenge, où je précise que pour l'instant, il y a 1259 kilos de déchets qui ont été collectés sur 338 kilomètres cumulés. Donc, bravo à tous ceux qui se sont engagés dans les différents pays. Et évidemment, note joyeuse, on va terminer parce que on est optimiste et qu'on a besoin de vivre et d'avoir de l'espoir. On termine ce soir par une performance musicale, méditerranéenne évidemment, et qui trouvera son point d'attache ce soir à Marseille. Donc, merci à tous. Vous pouvez vous connecter sur la suite sur le site ajcmed.org pour suivre la suite des débats. J'espère que les prochains webinaires organisés par le Parlement seront toujours aussi intéressants et riches. Je remercie nos deux invités, M. Alfonsi et Mme Rampal, pour cette parole franche et directe sur les sujets qui sont posés par les jeunes, nos deux débatteurs et évidemment tous ceux qui ont participé aux ateliers derrière nos 4 représentants.
Merci à tous pour ce webinaire. Je précise qu'il y a eu un certain nombre de commentaires sur le pad. On verra dans quelle mesure on pourra relayer parce que notamment il y a eu des demandes autour des liens. Je pense que vous êtes beaucoup revenus sur la question des outils en disant vous avez parlé d'associations relais, d'endroits où on pouvait avoir de l'information. Rappelez-nous s'il vous plaît quelles sont ces structures, quels sont ces outils, quels sont ces dispositifs. On essaiera dans la mesure du possible de rappeler un petit peu, sans être exhaustif parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce terrain-là, essayer de donner quelques pistes qui pourront être utiles aux uns et aux autres. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis tous à très bientôt. Merci à la technique, merci aux traducteurs qui ont eu un travail compliqué et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.